François Bon, 1925-2025, vous connaissez le principe. On a entamé un marathon à partir d'un document exceptionnel dans l'histoire de la littérature. Un tout petit calepin gros comme ça qui date de l'année 1925. Exceptionnel parce que du 31 décembre 1924, où Howard Phillips Lovecraft a emménagé en célibataire dans un petit studio d'un quartier populaire de Brooklyn, Clinton Street, 169, jusqu'au 6 janvier 1926, qui sera le jour de son redépart à Providence. 370 jours, 370 fois où il remplit de petites notes hiéroglyphiques. Chaque case de la journée, ça lui sert ensuite de repère pour sa correspondance, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. On dirait que c'est une sorte de petit monument personnel à tout ce que sera pour lui à jamais cette année new-yorkaise, les rencontres avec ses amis, Samuel Loveman, Frank Belknap Long, et puis l'immersion dans la ville, une immersion qui est chaque fois et tout entière rejouée dans cette aventure de l'imaginaire, même si on s'engouffre dans des terrains inconnus de civilisation depuis longtemps disparus, mais c'est indissociable, c'est la raison pour moi cette année de ce travail. Tu te rends compte, 1925-2025, on a cette chance-là. On peut faire au jour le jour. Tenez, regardez, là vous ne le voyez pas, puis le temps est gris. C'est la pleine lune, enfin presque. Demain, ce sera la pleine lune. Mais à New York, là, il y a 100 ans exactement, elle resplendit aussi, la pleine lune. Vivons ça ensemble. Et puis aujourd'hui, il écrit un article de critique pour le United Amateur, son journal pour le mois de septembre, sur un ami, poète anglais vivant au Canada, John Ravenor Ballen. Nous, on peut le lire et on le découvre. Je ne l'aurais pas lu si, justement, tiens, il écrit ça aujourd'hui. Allons voir. Tenez, d'ailleurs, c'est peut-être comme ça qu'on va commencer par John Ravenor Ballen. Ordi. On est dans cette première semaine de juin, 1, 2, 3, 4. Il a commencé d'écrire cet article sur John Ballen jeudi 4. Hier, il a écrit, mais il ne mentionne pas Ballen. Par contre, aujourd'hui, samedi 6, puisque vous savez, nous on est vendredi, eux ils sont samedi, toujours une petite journée de décalage. Il s'est levé et aussitôt s'est embarqué pour finir cet article critique sur John Ballen. C'est un article quand même assez long, assez conséquent, donc il est bien probable qu'en fait hier, ce Wright, qui m'a tant impressionné hier, puisqu'on avait ces 5 petites lettres, W-R-I-T-E, et qui couvrait tout depuis le milieu de la matinée, Happy Early, jusqu'à ce Rest in Evening, c'est-à-dire qu'il se rendort là, il va se padoquer à 7 heures du soir, il se réveille à 1 heure du matin, il se remet à écrire. Donc ce sera 3 jours pour faire cet article critique. Alors pourquoi commencer par là? Parce que évidemment on en dispose là dans les Collected Essays, le volume 2, c'est tout ce qui concerne la littérature. Et Esti Yoshi nous fait la grâce. C'est toujours tellement impressionnant. On pourrait dire même, oh, Esti Yoshi qui a consacré sa vie à Lovecraft. Bon, ouais, mais il a fait tellement de choses. C'est un homme continent. Cet homme continent nous donne, là, précisément... Alors, est-ce qu'il nous donne d'abord cet article sur John Ravenor Ballen? Non, il nous donne un article paru en 1927, 2 ans plus tard, sur un livre qui s'appelle White Fire de John Ravenor Ballen. Mais cette préface, elle a quoi d'exceptionnel? Vous voyez, c'est quand même, c'est 4 grosses pages, mais quand ça parle de poésie, quand tu t'expliques avec un texte comme ça, non, ça se rédige pas en un matin. Il lui a fallu 3 jours pour arriver au bout de cette écriture dense. C'est parfaitement logique. Et là,
ce qui est très impressionnant, c'est que pour moi, souvent on voit Lovecraft écrire sur des gens plus vieux que lui, comme cet hommage qu'ils avaient fait à ce Maurice Hogg, H-O-E-A-G, là, au mois de février, parce qu'il passait ses 90 ans, ce cher Hogg. Non, lui, il est né en 1886, donc il a 4 ans seulement de plus que Lovecraft. Et moi, le fait que cette préface là soit dans ce livre-là, White Fire, Feu blanc, un livre posthume, j'en avais déduit que Ballen était un vieux monsieur. Ben non, 4 ans de plus que Lovecraft, et donc quand il meurt en 1926, ben il a à peine 40 ans, entre 40 et 41 ans. Lovecraft mourra à 46 ans, et c'est un petit truc d'émotion, et d'autant plus, comme je disais, Yoshi, homme continent. Voilà, cet article, c'est quand même 5 grosses pages là, imprimées serrées. Il nous dit c'est la reprise de l'article publié dans le United Amateur que je donne en appendice. Et en appendice, on retrouve donc cet article. Est-ce qu'il est très différent? Non. Lovecraft, c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de variations. Il reprend des choses. Oui, mais la différence, c'est que là, il écrit pour John Ballen vivant. La parution en septembre dans le United Amateur, John Ballen est encore en train de travailler à son œuvre et à ce livre Whitefire. Et tout d'un coup, tu reprends un texte, simplement, qu'est-ce qui change? L'autre n'est plus là, celui à qui tu t'adresses. J'avais mentionné aussi, donc en 1921, toujours là, St. Yoshi, là c'est dans la grande biographie de référence I Am Providence. On peut trouver pour quelques sous là au format numérique, et encore on peut contourner les quelques sous assez facilement pour ceux qui savent. Un outil fabuleux pour justement ces recherches d'occurrence et faire traverser comme ça tout un tas de fils sous la vie à la fois récurrente et pas si mobile mais compliquée de quelqu'un comme Lovecraft avec ce continent de la correspondance. John Ravenor Ballen, qui était né en Angleterre, s'est installé au Canada, et du Canada à Toronto probablement, correspond avec les United Amateurs du Wisconsin, de Boston. C'est comme ça qu'il fait la connaissance de Lovecraft, et dès 1921, c'est-à-dire dans l'aube des publications pour Lovecraft, qui a juste là 29-30 ans, ils font un groupe de littérature qui s'appelle The Transatlantic Circulator, et qui leur sert à s'échanger les manuscrits, à se lire et corriger les manuscrits. Je vais y revenir aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, donc, ce samedi 6 juin, fin de notre page de carnet, Finished Ballen Critique, wrote Lillian Clark, les 4 jours précédents. Et ouais, comme d'habitude, mais vous avez peut-être marre que je le rappelle à chaque fois, quelle douleur, quelle cruauté, que même si on a une 50aine de lettres pour l'année 1925 écrites à Lillian, qui sont conservées. On les a d'ailleurs en format facsimilé, manuscrit, sauf le voyage à Washington qui lui a été dactylographié sur le site de la Brown University, là même où on a ce facsimilé de notre carnet, la John Hay Library, qui est dépositaire des manuscrits de Howard Phillips Lovecraft, mais il y a 2 tantes, Annie Gamwell et Lillian. Bon, il semble clair que Lovecraft alterne les lettres à Lillian et à Annie, mais les lettres à Annie ont disparu. Elle les a probablement détruites après le décès de son neveu. Et parmi celles qu'elle avait gardées, puisque les 2 femmes s'échangent en permanence les lettres, mais une partie des lettres à Lillian a disparu aussi. Et New York, vous savez que depuis 3 jours, c'est la canicule. La canicule continue, enfin même dans le journal, regardez ça avec précision, parce qu'on en est à 119 ou 127 morts pour le pays, même à Philadelphie, même à Pittsburgh. Et c'est impressionnant parce que c'est souvent des gens aussi modestes, mais des gens qui sont dans les usines, des comas, des déshydratations.
Et le New York Times publie les noms à chaque fois, et c'est toute une petite marge. Alors qu'est-ce qu'il fait, Lovecraft? Il s'est levé pour écrire longtemps, là, cet article sur Ballen, de façon concentrée. La touffeur est telle que même avec les fenêtres ouvertes, en plus, vous savez, la pollution de New York, j'en reparlais dans le PDF d'hier, c'est qu'on a deux films, ce film de Robert Flaherty sur qui s'appelle The $24 Island, c'est un film de 1927 qui rappelle l'histoire de New York depuis ces $24 donnés à ces gens des Premières Nations pour leur acheter le territoire. Et puis ce film extraordinaire, parce qu'il est fait par John Strand et Charles Sheeler, qui est un immense peintre, immense photographe. Il est tout jeune. Strand et Sheeler font ce film qui s'appelle Manhattan. Et Manhattan, alors on trouve ça sur YouTube. Pour ceux là qui suivent les PDF, c'est dans le petit dossier avec les liens. Et cet étouffement, tout marche au charbon. Bien imaginer que dans cette canicule, ça renforce encore. Qu'est-ce que fait Lovecraft? Tout simplement, il s'en va à Prospect Park. Alors, c'est qu'il a deux endroits, un qui s'appelle Fort Greene Park, et tout près, à 3 ou 4 blocs. Prospect Park, il faut sans doute marcher une bonne vingtaine de minutes, mais ce grand bonhomme, il a de grandes jambes. Et Prospect Park, c'est toute une sorte, c'est comme Central Park, mais le Central Park de Brooklyn. C'est un grand étang où on peut faire de la barque, c'est pas son genre, mais il aime bien marcher au bord de l'étang. Et puis il y a un jardin botanique. Alors ça, c'est bien parce qu'on peut voyager. Ben quoi, tu voyages? Ben, il suffit simplement d'aller dans telle partie du jardin botanique et tu te retrouves dans la savane ou au Japon. Il y a aussi un observatoire, je crois, il y a un vieux cimetière, comme personne ne sait trop, mais lui connaît le chemin secret du cimetière, et il y a cette colline, ce point élevé qui domine tout Brooklyn, et donc de loin Manhattan, et c'est là qu'il se rend, tout simplement, ça va être son bureau annexe. Il y est déjà allé avant-hier pour fuir la chaleur, et aujourd'hui, il y va. On est déjà à la fin d'après-midi. Alors, est-ce qu'il va écrire? Non, il va se contenter de lire, comme on n'a pas la lettre à Lillian, mais on peut, une grosse probabilité, c'est qu'il a lu Lord Jim de Conrad. Dans la lettre là qu'il envoie, je crois dans 2 jours, il reparle encore de Conrad et des autres titres de Conrad. Et, bizarrement, il ne parle pas des nouvelles de Conrad. Pareil, je crois que je l'avais évoqué légèrement, mais ces nouvelles qui sont tellement extraordinaires, au cœur des ténèbres, pour demain, au bout du rouleau. Et moi, c'est ce que je garde, c'est mon Conrad, il est là dans cette densité du bref, et Lovecraft, qui est, lui, narrativement, dans cette densité du bref, non, ce qu'il aime chez Conrad, c'est l'aventure, le maritime, le jeu, là, des vieilles forces humaines, mais dans le dispositif même du roman, là où lui n'est pas du tout à l'aise, c'est la réalité même qu'on travaille, et pas une réalité reconstruite par l'artefact, par le pacte romanesque. Tout est là, mais on en parlera plus, évidemment, quand on va le voir se remettre à écrire. Et non seulement il y a le sunset, le soleil qui se couche, mais full moon. On dirait que Lovecraft, tout d'un coup, redécouvre ça. La beauté, la puissance que peut être la pleine lune, la Over Hills. La pleine lune sur les collines du Prospect Park. Et il finira bien par revenir et lire encore. Et quand même, aujourd'hui, aller se coucher. Demain, il se lèvera tôt. Demain, parce que demain c'est demain. Hein. Attendez, je ne veux pas brûler mes cartouches, mais il faudra reprendre sérieusement le travail sur cette publication de septembre, Work on United Amateurs, parce que il n'y est pas seulement comme auteur. Dans son texte sur Ballen, il est auteur. Il est normal et important que la publication annuelle du United Amateur fasse place, défende les publications et le travail, la poésie de Ballen, donc des autres membres de ce mouvement à échelle globalement du pays, qui se confond aussi avec ses
correspondant à Lovecraft. Vous voyez que là, par exemple, ça fait bientôt 2 mois qu'on n'a plus entendu parler de Weird Tales. Alors, évidemment, on peut supposer que Lovecraft, là, on est première semaine de juin, le numéro de Weird Tales de juin est paru. Et pour lui, c'est évidemment un rituel de première importance. À peine Weird Tales est paru que dans une station de métro, en principe, en général, il profite de ses déplacements quand il va à Manhattan pour se procurer le Weird Tales et il le lit, comme la semaine dernière, il a mentionné le magazine Adventure, il lit évidemment Weird Tales. Mais là, il n'y a pas de texte de Lovecraft dans Weird Tales. Donc, on n'en parle pas dans l'agenda. Par contre, quand il va à Prospect Park, et que là, c'est bon, il a fini Balan et qu'il s'en va lire. Ben, facile de gamberger pour nous que, justement, là, en quittant Clinton Street, il s'arrête là au métro de City Hall, la mairie de Brooklyn, et avant de prendre la grande, c'est la Flatbush Avenue qui va l'emmener 2 kilomètres plus loin avec ses grandes jambes à Prospect Park, ben, au passage, il aura claqué ses 20 cents pour acheter le nouveau Weird Tales. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, de tout ça aujourd'hui? Évidemment, moi, j'ai repris là, ce texte sur John Ballen. J'aurais bien voulu trouver des textes de John Ballen lui-même. C'est pas si facile. Apparemment, il faut que je fouille plus. En tout cas, ça m'a amené plus à cette idée de qui était le Lovecraft de 1921, parlant littérature, avec donc John Ravner Ballen, lui anglais résident au Canada, tous les deux poètes, principalement poètes, mais Lovecraft n'ayant encore quasiment rien publié. Alors, avant-hier, j'ai reproduit le début là, de ce texte d'hommage à Ballen, qui est très impressionnant, parce que ça commence qu'est-ce qui fait qu'on est poète? Évidemment, tu peux pas faire de la poésie sans te poser la question, c'est permanent, c'est tout le temps. Et il y a cette adresse là, ce truc sur T.S. Eliot, enfin, ce vieux, les imagistes tout remplis de détritus mentaux gelés. Et ça m'a amené un autre texte. Alors, vous savez qu'il y a des textes, par exemple, sur qu'est-ce qu'un vers? Hornverse, c'est un des ultimes textes de Lovecraft, aussi pour un journal Notes on Verse Technique, et à propos du vers, qui sont des textes vraiment du tout dernier Lovecraft. Mais ça m'a renvoyé à ce texte sur la composition littéraire, qui, lui, date de 1919. Donc cette même période, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a cette Madame Renshaw qu'on a évoquée à partir, quand on a parlé de ce chapitre que lui avait commandé Madame Renshaw pour un manuel à l'usage des étudiants en littérature, c'est-à-dire des suggestions de lecture. Et Lovecraft, ce sera là, par contre, un de ses vrais derniers textes en 1936, au lieu de faire les 7 ou 8 pages sur des conseils de lecture, balance 70 pages sur l'arborescence complète intérieure de qui veut lire pour écrire. Et la collaboration, enfin l'échange avec cette Madame Renshaw, qui se fait, elle, une spécialité de ces manuels didactiques, il commence en 1921. Elle publie, elle, je crois qu'elle dans le Mississippi encore à l'époque, dans l'organe de United Amateur, de là où elle vit et enseigne. Ensuite, ce sera Washington. Et Lovecraft fait un article complémentaire sur la composition littéraire. Et dans cet article sur la composition littéraire, il y a déjà aussi une recommandation sur la lecture. Comme l'a fait remarquer Madame Renshaw dans l'article précédent, l'impression doit toujours précéder, être plus forte que l'expression. Toute tentative d'acquérir un style littéraire raffiné doit commencer par une lecture judicieuse. L'apprenant ne doit jamais cesser de privilégier cette phase. Dans de nombreux cas, l'usage des bons auteurs s'avérera un guide plus efficace que n'importe quel
quantité de préceptes. Va voir dans les livres directement. Lis pas les trucs qui te parlent, littérature. Une page d'Addison ou de Irving en apprendra davantage sur le style qu'un manuel entier de règles, tandis qu'une histoire d'Edgar Poe imprimera dans l'esprit une idée plus vivante de la description de la narration puissante et correcte que 10 chapitres arides d'un manuel volumineux. C'est pas très gentil pour Madame Renshaw, d'ailleurs. Et il y a toujours ce truc-là. Est-ce que, par exemple, la Bible King James, ben oui, c'est un bel exemple de fluidité, de puissance, d'image de la langue anglaise. Et par contre, ben, peut-être il faut se méfier des magazines populaires qui inculquent un style négligé, difficile à désapprendre. Est-ce que toutes les lectures se valent? Mais pour Lovecraft, là, ce texte résonne profondément avec nous sur ce point-là. Et en m'incrustant, en relisant ce texte de 1919 sur la composition littéraire, il y avait ce petit chapitre, ce passage sur la description. Alors on y va, tranquillement. Vous allez voir, on est tout près de Gertrude Stein. Pour être efficace, qui a aussi fait un petit texte, une conférence qui s'appelle de la description. Pour être efficace, la description fait appel à 2 qualités mentales, l'observation et la discrimination. La vivacité de nombreuses descriptions dépend de la reproduction fidèle des détails, d'autres dépendent du choix judicieux des points saillants, typiques ou significatifs. On ne saurait être trop prudent dans le choix des adjectifs utilisés pour les descriptions. Il est essentiel d'utiliser des mots ou des expressions qui décrivent avec précision et transmettent exactement les bonnes suggestions à l'esprit du lecteur. Vous allez me dire, dis donc, cette phrase, n'importe qui peut l'écrire. Oui, mais ensuite il est dit, à titre d'exemple. Tu vas donner des exemples, Lovecraft? Bah ouais. À titre d'exemple, considérons la liste suivante d'épithètes applicables à une fontaine. Oh, pas la fontaine de Marcel Duchamp, la fontaine de Charles Julier, les sources. Titre de l'admirable ouvrage de Richard Green Parker sur la composition. Je connais pas Richard Green Parker. Et ouais, alors, cristalline, jaillissante, bruissante, argentée, glissant doucement, se séparant nacrée, pleureuse, bouillonnante, gargouillante, réprimandante claire, bordée d'herbes, bordée de mousse, pavée de galets, verdoyante, sacrée, bordée d'herbes, bordée de mousse, ruisselante, douce, saupoudrée de rosée, rapide, délicate, délicieuse, propre, éparpillée, dansante, voûtée, profonde, bondissante, murmurante, marmonnante, chuchotante, bavarde, gonflée, doucement roulante, doucement coulante, montante, étincelante, distillant la rosée, née de la rosée, inépuisable, inexhaustible, jamais décroissante, jamais tombante, née du ciel, née de la terre, profondément dissipée, dissipant la sécheresse, apaisant la soif, rafraîchissante, rafraîchissante pour l'âme, rafraîchissante pour la terre, lavante, généreuse, nourrissante pour les plantes. Alors, on est plutôt chez Novarina, plutôt chez Tarkos, plutôt dans le Joyce du Finnegan's Wake. Non, on est chez Lovecraft, qui donne des exemples. Comment décrire une fontaine? Qu'est-ce que vous pouvez mettre comme adjectif? En voilà 40. Débrouille-toi avec ça. Alors, j'ai continué un petit peu sur ce texte qui me fait tellement plaisir aussi, sur un concept aussi simple. Et puis, maintenant, on va voir le New York Times. Le New York Times, samedi 6 juin 1925, j'ai pris ça principalement. La chaleur fait 21 morts, 93 hospitalisations. Et ça pourra durer encore pendant des jours. Hottest June 5 recorded. On n'avait jamais vu ça. Hier, on n'avait jamais vu ça en 34 ans. Le record est passé. Et on vous donne, par exemple, que dans les centres-villes, au soleil, ça monte à plus de 50 degrés. On a des relevés de température et puis on a cette liste des morts. Agnès Burke died in Bellevue, mort à l'hôpital. Sigmund Dacura, un enfant de 4 ans. Dominic Hazel, 40 ans. Lui, mort dans la rue. Gustave Frommery, 77 ans. C'est pas à l'aise pour les vieux. La chaleur, 58 ans. Kernan John died at home parce qu'il avait travaillé toute la journée. Ouvrier du bâtiment, en pleine chaleur. Benjamin Kaiser.
105 ans, 105 ans, on l'a transformé à l'hôpital. Au revoir, Benjamin Kaiser, Jacob Klein, 81, Frank Nussmann, 57, Pasquale Macoloso, 44 ans, Mary Moran, 58, elle aussi tout ça, mort à l'hôpital, mort à l'hôpital, mort à l'hôpital, André Pickbeck, Peter Ryers, Dina Salzman, 17 ans, la pauvre. Sherry William, au 780 de la Seconde Avenue, lui, c'est en voulant s'échapper d'un incendie qui avait pris dans un bâtiment. Et puis, tous les jours, alors on dit des fois les John Doe, unidentified man of a some while walking in a stable, un ouvrier agricole, mort là, embrassant le fumier d'une étable. Unidentified man, environ 50 ans. On l'a retrouvé dans un fourré de Central Park. Voilà, c'était là Et c'est curieux parce que il y a juste cette image aujourd'hui que je voudrais qu'on garde ensemble. Lovecraft qui est sur le soir, peut-être justement parce qu'il vient d'acheter le Weird Tales qui paraît traditionnellement au tout début de mois, après avoir fini son article sur la poésie en hommage à ce John Revner Ballen, qui décédera 2 ans plus tard et qui, Lovecraft dira dans son article que tout le monde sait le mauvais état de santé de Ballen. On sait bien qu'il ne fera pas de vieux os, ce poète. Pour échapper à la chaleur, escalade, les collines, les forêts, le petit lac, le vieux cimetière et le jardin botanique de l'immense Prospect Park. Et là, tout en haut, ouais, mais on voit tout. On voit même Manhattan au loin. Et voilà la lune. Et savez-vous quoi? Comme c'est la pleine lune aussi à New York, il suffisait d'aller sur Internet, et puis il y a plein d'Américains qui la publient, la pleine lune de cette nuit aussi, mais à 100 ans de distance. Et c'est ce petit trouble-là qui, nous, serait la récompense à demain.